Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clément Beaune. Bonjour Thomas Soto. Bon alors, vous êtes fait gronder? Non. Non? Sur les jets privés, vous n'êtes pas fait gronder? Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai, absolument, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est le fond d'un débat sur le transport, sur l'écologie et sur les efforts partagés. Ouais. C'est ce débat qui s'est ouvert. Je note d'ailleurs qu'il a suscité des commentaires de commentaires. Faut pas Vous tout avez lu croire. le Canard enchaîné ou pas? Le plan de Oui. sobriété que j'ai demandé à la Première ministre de mettre sur pied, ça ne doit pas être le concours Lépine de toutes les idées mal ficelées ou démagogues des ministres qui ont envie de faire parler d'eux. Et l'écologie, c'est pas du buzz, a surenchéri Christophe Béchu, le ministre de l'écologie. Ça veut dire quoi, Clément Beaune? Que l'idée de toucher à la régulation, de réguler les jets privés, c'est mort et enterré, on oublie? Non, je ne crois pas. D'abord, ce n'est pas un débat qui est surgi comme ça dans ma tête. C'est un débat qui existe dans plusieurs pays et qui existe au niveau européen. Ouais. Je rappelle qu'on a eu, sans refaire tout l'historique, une convention citoyenne pour le climat, qui a évoqué d'ailleurs cette question, à tel point que le gouvernement a traduit l'une de ces mesures en taxant davantage le carburant de l'aviation privée. Dans la loi de finances, c'était il y a 1 an. Bon. Donc ce n'est pas un débat qui surgit comme ça. Donc elle va ressembler à quoi, cette régulation? Alors, j'y viens. Le sujet d'ouvrir ce débat au niveau européen de manière responsable et en évitant justement des mesures ou des idées démagogues du type interdiction. J'ai entendu M. Bayou qui disait qu'il faut bannir les jets. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire et je pense que ça n'est pas sérieux en tant que ministre des Transports qui défend une filière, une Donc il faut activité faire quoi? économique. Est-ce qu'il faut taxer davantage, par exemple? Ça peut être une option, ça peut être surtout d'inciter au changement de comportement. Il peut y avoir des mesures de transparence, de responsabilisation, des Ah, mais engagements. responsabilisation, ça ne marche pas. Ça peut être des Il n'y a que engagements. la coercition qui marche dans ce pays, on le sait bien, non? Je ne crois pas. Non. Mais justement, le débat qui s'ouvre et l'écho qu'il a montre aussi que, je pense, pour les entreprises qui sont souvent propriétaires de ces avions privés, on voit que les comportements vont devoir changer et changent déjà. Ce que je veux dire, il y a plusieurs pistes. Il peut y avoir, par exemple, c'est assez technique, mais ce qu'on appelle des quotas de carbone au niveau européen. Les secteurs qui polluent On taxe davantage. sont soumis chaque année à des quotas de carbone. S'ils atteignent leurs objectifs environnementaux, pas de problème. S'ils ne les atteignent pas, ils payent. Bon. Et il y a un débat ouvert déjà au niveau européen pour Vous savoir dites à si chaque on fois renforce... au niveau européen. Oui. C'est pratique le niveau européen. Ça permet de dire on a essayé, ils n'ont pas voulu, c'est pas nous, c'est vous eux. savez, j'ai été ministre de l'Europe, donc je dis Vous pas savez ça à par quel point hasard. c'est compliqué de Oui, convaincre tout le mais monde. je sais, mais je sais aussi que beaucoup de fois on a dit ne le faites pas, c'est impossible, ou parfois il y a eu cette facilité. Sur le plan de relance, par exemple, on l'a fait au niveau européen. Ça n'exclut pas qu'il y ait des mesures nationales. J'évoquais par exemple la taxation du carburant qu'on a déjà fait dans la loi de finances. Il y aura de nouvelles mesures nationales prévues sur les jets privés ou pas? Je pense qu'on doit avoir ce débat, mais je veux juste expliquer la logique. Parce que j'entends dire, c'est anecdotique, évidemment. Ce n'est pas avec les jets privés ou notre activité qu'on va réduire massivement les émissions. Je ne pense pas ça une seconde, je suis quelqu'un de responsable. En revanche, le président de la République l'a redit hier après le 14 juillet, nous sommes dans une période de changement de comportement et de mobilisation générale. Et moi, je suis convaincu que quand il y a une mobilisation générale, qu'on demande à chacune, à chacun des Français de faire des efforts, de changer des comportements, de consommer un peu moins, de baisser un peu le chauffage, de baisser la climatisation, eh bien, il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Mais ce que vous vivez là, Clément Beaune, est-ce que ce n'est pas révélateur du formidable décalage entre les discours et les actes dès lors qu'on parle d'écologie? Il y a eu le Make Our Planet Great Again, il y a eu, il y a 20 ans maintenant, le Notre Maison Brûle, et puis blablabla. À chaque fois, ça se fracasse sur les lobbies. Est-ce que les lobbies dans ce pays sont plus forts que les ministres? Non, je ne crois pas. Et notamment sur les questions d'écologie. Mais je ne crois absolument pas. Et d'ailleurs, si c'était facile, on pourrait ne rien ouvrir comme débat. Si c'était facile, je ne me serais pas exprimé. Mais vous voyez bien la difficulté. Soit on dit les méchantes entreprises, etc. Je ne suis jamais dans ce discours. C'est tel ou tel milliardaire, tel ou tel sportif, tel ou tel grand patron qui pollue et qui est responsable de tout. Moi, je ne suis pas dans ce discours. Soit on dit on ne peut rien faire, on ne change aucun comportement, parce qu'il y a des intérêts légitimes parfois, d'emploi économique, et je refuse aussi cette inaction. Mais ce n'est pas vrai. Dans les années qui sont passées, on a pris des mesures sur parfois des choses du quotidien où on aurait pu considérer que telle ou telle activité économique bloquerait. Je pense aux terrasses chauffées, je pense aux énergies renouvelables. Est-ce qu'il est envisageable d'interdire le recours au vol privé quand il existe une alternative en train, comme vous l'avez fait pour certains vols commerciaux? Je ne crois pas à l'interdiction générale, parce que dans l'aviation privée, vous avez des réalités assez différentes. Vous avez parfois des vols sanitaires, vous avez parfois des entreprises qui ont besoin pour telle ou telle activité de louer un avion. Il n'y a jamais d'urgence à faire Paris-Nantes ou Paris-Niort-en-jet, objectivement. Non, mais je pense exactement que quand il y a une alternative ferroviaire, quand il y a un avion commercial où on émet
4 fois moins par passager que dans un avion privé, il faut le privilégier. Moi, je crois à la responsabilité. Je ne suis pas du tout ni naïf ni fataliste, mais je pense que les entreprises peuvent prendre des engagements. Et je pense qu'au niveau national et au niveau européen, on peut réfléchir à des systèmes, soit de taxation, soit de réglementation. Et moi, je constate, c'est souvent comme ça d'ailleurs, quand on lance une idée, que ce débat, il a rebondi avec des propositions très intéressantes auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Pascal Canfin, qui est un député européen qui s'occupe des questions d'environnement, très sérieux, il a dit hier, par exemple, est-ce qu'on ne dirait pas qu'en 2030, tous les avions privés sont au carburant propre, sinon ils ne peuvent plus voler. Pourquoi pas? Regardons aussi ce genre de piste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mesures qui vont être très profondes. On investit dans le ferroviaire pour que nos transports soient moins polluants, par exemple. Et puis il y a des mesures, je l'assume, celles-ci ou peut-être d'autres, qui sont symboliques. Symbolique, c'est pas anecdotique. Mais vous avez le soutien du chef de l'État sur ces mesures symboliques ou pas? Écoutez, moi, ce que m'a demandé la Première ministre et le Président, c'est de faire des propositions précises. J'ai évoqué quelques pistes, je les évoquerai Donc avec le débat n'est pas fermé? Pas du tout. Et par ailleurs, il y a une réunion des ministres des Transports au niveau européen où ce débat est à l'ordre du jour. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la réalité en octobre. Il a parlé hier publiquement, en ouverture du Conseil des ministres. Il a lancé un appel à l'unité face à la grande bascule qui marque la rentrée avec la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Ce mot, l'abondance, vous comprenez qu'il choque les millions de Français qui ont besoin de l'aide alimentaire pour nourrir leurs enfants, ceux qui ne vivent pas dans le monde du jet ski, mais dans celui des patalos, comme disent les syndicats et l'opposition. Vous comprenez que ça choque, ce mot abondance? Oui, mais parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de mauvaise polémique. Le président n'a pas dit l'abondance pour dire chacun était dans une situation de confort, de prospérité. De quoi, alors? Et collectivement, dans le monde, en Europe, en France, nous étions dans une situation où je prends l'énergie par exemple. En effet, le pétrole, le gaz étaient plus facilement disponibles. Ça ne veut pas dire que tout le monde avait accès facilement au chauffage pas cher ou au carburant pas cher, à l'évidence, sinon on n'aurait pas pris des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Mais oui, on est passé dans un monde où le pétrole était disponible, où le gaz était disponible, pour prendre cet exemple de l'énergie, et ça n'est plus le cas demain. Et ça suscite des changements de comportement comme ceux que j'évoquais et des transformations très profondes. On va soutenir par exemple le passage pour les ménages les plus modestes du véhicule essence ou diesel à la voiture électrique parce qu'aujourd'hui c'est trop cher pour des millions de Français. Le gaz de Total Energy alimente des bombardiers russes en Ukraine. C'est la une du Monde aujourd'hui. Alors Total Energy nie absolument qu'il aide d'une quelque manière que ce soit les avions russes à avoir du kérosène pour aller bombarder en Ukraine. Qui croyez-vous dans cette affaire? Le Monde et l'ONG qui fait ces révélations ou Total Energy? Moi, je n'ai pas mené l'enquête. Je n'ai pas personnellement, et ce n'est plus ma responsabilité directe aux affaires étrangères, d'informations sur ce sujet. Il faut simplement faire la lumière. Je n'ai pas croire a priori tel ou tel. C'est un sujet extrêmement sérieux, donc il faut bien vérifier que volontairement ou involontairement, il n'y a pas de détournement, soit des sanctions, soit de l'énergie qu'une entreprise française ou autre produirait. Clément Beaune, dans une semaine, jeudi prochain, ce sera la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Combien de chauffeurs de cars de ramassage scolaire manque-t-il aujourd'hui? Alors, on a fait le point justement avec les régions qui sont chargées d'organiser pour les familles le transport scolaire dès le 1er septembre. Ici, 7000 ici, c'est combien? On est aujourd'hui, parce que ça se réduit chaque jour, il y a des efforts de mobilisation, c'est un peu moins de 4000 chauffeurs de bus à l'heure où on parle, qui sont encore manquants pour le début de la rentrée scolaire à partir du 1er septembre. On sait, avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Travail, réuni hier avec les fédérations professionnelles, les employeurs, les régions, pour voir toutes les actions qui étaient possibles pour réduire encore ces problèmes. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous certifier que chaque enfant qui doit aller à l'école aura un moyen de transport scolaire pour y aller, ou est-ce qu'il y a encore une zone d'incertitude? Il y a encore des risques, je le dis très franchement, et il y a encore une mobilisation pour qu'il y ait le moins de manque possible. Et il y aura lundi prochain, ça a été décidé hier, notamment entre le ministre de l'Éducation nationale et les régions, un point définitif pour voir quels sont les éventuels manques à la rentrée pour qu'il y ait une solution qui soit proposée à toutes les familles. Où est-ce que vous allez chercher? Il y aura peut-être des réquisitions de chauffeurs qui travaillent pour d'autres compagnies, dans d'autres modes de transport? Le problème, c'est que la réquisition, ça marche si vous avez assez de chauffeurs en général. D'où vient le problème? Une tension sur le recrutement des chauffeurs qui concerne les transports publics, le transport scolaire. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. En revanche, il y a des solutions très pratiques qui sont mises en place pour la rentrée. Les jeunes retraités, par exemple, chauffeurs, qui peuvent revenir pour faire des vacations, des prestations pour les semaines qui viennent. Donc on met en place toutes les solutions pragmatiques, régions, agglomérations, qui sont responsables du transport scolaire, opérateurs et fédérations professionnelles et le gouvernement. Vous estimez à combien le risque à peu près? C'est quoi? C'est 1000, 1500 chauffeurs qui manquent? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. J'espère qu'on sera à quelques centaines sur toute la France, sur plus de 30 000 chauffeurs. Donc on aura un problème d'ampleur limitée.
ce qui est important, c'est d'agir jusqu'au 1er septembre, de continuer à agir au-delà du 1er septembre, parce que le transport scolaire, c'est toute l'année. Et si on trouve des solutions temporaires, il faudra continuer à agir et à simplifier l'accès au métier. Et puis, c'est de dire très honnêtement, en début de semaine, s'il y a des manques ici ou là, dans quelques régions, comment on trouve une solution temporaire. Dernière question, on a vu cette semaine l'accident tragique de trottinette à Lyon qui a fait 2 morts. Est-ce qu'il faut changer la réglementation? Est-ce qu'il faut la durcir? Est-ce qu'il faut que l'État se saisisse vraiment du sujet? Est-ce qu'il faut imposer des formations avant que des jeunes grimpent sur une trottinette? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État veut et va faire? Alors, moi, je suis toujours réticent à ce qu'on commence justement par dire qu'on va tout réglementer, alors que c'est un outil d'une certaine liberté, d'un mode de transport alternatif en ville. Moi, je pense qu'il faut qu'on lance à la rentrée une concertation avec les maires des grandes villes, c'est souvent dans les grandes villes que la trottinette s'est développée, pour voir d'abord quelle est la réalité des accidents et s'il y a des sujets de réglementation améliorés, immatriculation, Casque obligatoire, verbalisation. Ça peut être le casque obligatoire. Je ne veux pas le décider a priori. On a eu le débat pour le vélo aussi. C'est très compliqué à vérifier. Donc je veux qu'il y ait une concertation avec les grandes villes et puis qu'on regarde des mesures type casque obligatoire et surtout qu'on fasse respecter les règles existantes. Parce qu'une trottinette sur un trottoir, une trottinette qui peut mettre en danger une personne âgée ou autre, c'est interdit aujourd'hui. Il faut juste l'interdire. 2 sur une trottinette. Ils étaient 2 à Lyon. Oui, c'est un c'est interdit, mais il faut faire respecter cette interdiction. Il faut faire respecter les règles existantes déjà. Je crois que la verbalisation, c'est le plus important pour faire respecter les règles de responsabilité aujourd'hui. Merci Clément Beaune d'être venu dans Clément Beaune, pardon, venu dans les 4V. Merci à vous. Merci.